Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être ici pour vous parler des pesticides. Juste pour vous dire rapidement, chez Équiterre, on a choisi de se pencher sur la question des pesticides parce que c'est un dossier dont on parle très peu, malheureusement, sur la place publique. Il n'y a pas vraiment de débat. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vraiment eu de campagne ou d'organisation qui se penchait vraiment sur la question. Donc, on a vraiment décidé de prendre ce dossier-là pour ces raisons-là. Puis aussi pour le fait on trouvait important que la population soit minimalement informée parce que les pesticides, on en retrouve partout aussi. Marc-André en a parlé. Donc, on est tous de près ou de loin exposés, donc ça concerne vraiment tout le monde. Pour nous, c'est un enjeu de santé publique, de santé environnementale, de santé publique. Je vais vous faire un petit portrait rapidement de l'impact des... c'est avec la flèche. On dirait que ça ne bouge pas. Ouais, c'est ça que je fais, mais vers le bas. Est-ce que j'ai... oui, au secours! Pause pour les gens qui sont à web diffusion. On a un petit problème avec... ça va tout simplement avec... Oui, c'est ça. OK, c'est ce que j'avais appuyé probablement sur la barre. Alors, rapidement, un portrait de la présence des pesticides au Québec, avant de vous parler un petit peu plus des actions, des moyens à la portée des gens pour agir. Je voulais vous parler un petit peu d'un portrait et de quelques éléments quant aux impacts de certains pesticides auxquels on s'intéresse chez Équiterre. Donc, le milieu agricole, c'est le plus grand consommateur de pesticides. On parle de 84,4% des ventes. Les ventes dans le milieu agricole ont augmenté de 14% entre 2011 et 2012. En 2012, l'indicateur de risque pour l'environnement et celui pour la santé ont augmenté respectivement de 5 et de 2% pour la période entre 2006 et 2008. Et pour ce qui est du milieu urbain, qui représente à peu près 10% des ventes, on parle ici des pesticides qui sont appliqués sur les pelouses, dans les espaces verts aménagés. Donc, avec l'interdiction des 20 ingrédients actifs qui ont été interdits en 2003 par notre Code de gestion des pesticides du Québec, les ventes d'herbicides avaient diminué d'un peu plus de 50% entre 2003 et 2012. Mais depuis 2010, les ventes de certains herbicides ont beaucoup augmenté. Herbicides appliqués sur les pelouses, donc ça vient un petit peu compromettre certaines diminutions qu'on avait eues. Les ventes totales en 2012 pour le Québec ont augmenté de 13,6% par rapport à 2011 et de 8,5% par rapport à 1992, qui était le début du bilan des ventes de pesticides au Québec. Donc, c'était pour vous situer un petit peu où est-ce qu'on en est. Et à chaque année, le Centre antipoison du Québec reçoit un peu plus de 1800 appels concernant des potentielles intoxications aux pesticides. Et seulement 1% des échantillons de fruits et légumes produits au Québec dépassent la norme légale de résidus de pesticides, mais des résidus sont détectés sur 41% des fruits et légumes qui sont analysés par le ministère de l'Agriculture, qui l'ont été analysés par le ministère de l'Agriculture en 2007 et 2011. Et parmi les pluies individuelles qui sont échantillonnées par le ministère près des zones de culture, c'est 69% des cas qui ont montré des traces de pesticides. Et des concentrations de pesticides sont détectées chaque été dans tous les cours d'eau qui sont échantillonnés en milieu agricole au Québec par le ministère de l'Environnement. Et dans 48% des cours d'eau, on retrouvait de 20 à 33 pesticides qui étaient détectés. Je vais vous parler maintenant de l'impact de certains pesticides. En fait, on a ciblé chez Équiterre un certain nombre de pesticides qu'on trouvait plus particulièrement préoccupants. L'importance de leurs impacts, l'importance de leur usage. Certains d'entre eux sont interdits dans d'autres endroits au monde. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns. Il y a l'atrazine, qui est un herbicide qui est utilisé sur le maïs en grande culture, qui est très fréquemment détecté dans nos cours d'eau. On le retrouve dans 98% des échantillons qui sont prélevés dans les rivières qui parcourent les régions à dominance de maïs. Des échantillons qui ont été prélevés par le ministère de l'Environnement, et c'est un perturbateur endocrinien reconnu. Il peut avoir des effets à très faible dose, et une recherche qui a été menée par l'INSERM, donc l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de France, qui a été réalisée avec 3421 femmes enceintes, une étude qui a été faite en contexte agricole, a établi des liens entre l'exposition à l'atrazine durant la grossesse et la réduction de la circonférence de la tête des nouveau-nés, qui est
particulièrement préoccupant étant donné que la circonférence de la tête, c'est un facteur prédictif de problèmes qui peuvent subvenir plus tard dans les habiletés cognitives de l'enfant. On a aussi des effets qui ont été documentés sur les amphibiens, notamment une étude par l'Université Berkeley qui a révélé que suite à l'exposition à l'atrazine, 10% des grenouilles mâles avaient des caractéristiques femelles et 75% devenaient stériles, donc subissaient une forme de castration chimique. L'atrazine est interdite en Europe depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années. Et chez Équiterre, actuellement, il faut savoir que l'atrazine est en examen spécial par le fédéral. On a réussi à Équiterre, de concert avec la Fondation David Suzuki et les avocats d'Éco-Justice, à obtenir ces examens spéciaux-là pour 23 ingrédients actifs qui étaient interdits en Europe. On a dû poursuivre le gouvernement fédéral pour faire appliquer la loi canadienne qui oblige, dans ces cas-là, à ce qu'il y ait un examen spécial. Rapidement, maintenant, les pyrétrinoïdes qui, depuis les dernières années, entrent de plus en plus dans les produits communs contre les insectes dans les maisons, les fourmis, les blattes, les puces et autres arthropodes aussi comme les araignées, et également dans les jardins. C'est des insecticides dont la sécurité n'a pas été complètement attestée d'après les recherches qu'on a faites. Ils n'ont pas été évalués pour leurs effets neurotoxiques à long terme à faible dose. Et selon certaines études comme celle-là qui a été menée par des chercheurs du Columbia Center for Children's Environmental Health sur 230 enfants de la ville de New York, on a montré que les enfants qui ont une exposition plus élevée pendant la grossesse ont un score de 3,9 points inférieur sur l'échelle de développement mental de Bayes par rapport à la normale qui est de 85% et plus. Et peuvent avoir des effets, selon entre autres la revue de littérature menée en 2012 par le Collège ontarien des médecins de famille. Cette famille de pesticides-là peut avoir des effets sur le système respiratoire, système reproducteur, système nerveux. Certains sont soupçonnés causer le cancer aussi chez les humains. C'est le cas de la permétrine, qui est classée cancérigène probable. Et des métabolites urinaires ont été détectés chez presque 100%, en grande proportion, 97% des enfants canadiens. On l'a vu d'ailleurs dans les tableaux que Marc-André a présentés. Et c'est associé à un niveau élevé de problèmes de comportement rapportés par les parents de ces enfants. Passer rapidement sur la famille des néonicotinoïdes. Alors, cette classe d'insecticides qui fait beaucoup parler d'elle pour son implication dans le déclin des colonies d'abeilles, qui est utilisée en enrobage des semences dans le maïs et dans le soya au Québec et ailleurs au monde, qui est la classe d'insecticides la plus utilisée au monde. On la retrouve aussi dans certains insecticides qui sont utilisés sur les pelouses au Québec. Et donc, c'est un pesticide qui agit sur le système nerveux central des insectes. Il y a un groupe de recherche indépendant une cinquantaine de chercheurs internationaux qui ont fait une analyse d'au-dessus de 1000 publications revues par les pairs. Et leur analyse mettait vraiment en lumière un risque élevé non seulement pour la santé des abeilles, mais aussi pour un grand nombre d'espèces utiles, papillons, vers de terre, oiseaux, et en plus d'affecter plusieurs invertébrés bénéfiques pour l'environnement. Et au Japon, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur les impacts sur les mammifères, en fait sur les rats, chercheurs du Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science qui ont trouvé des effets sur le développement cérébral suite à une exposition au stade fœtal chez les rats et leur conclusion, elle est ici indiquée en anglais, mais que les néonicotinoïdes pourraient affecter la santé humaine, particulièrement le cerveau en développement. Et on les retrouve de manière généralisée dans nos rivières agricoles au Québec. Quelques mots sur le glyphosate qu'on connaît sous le nom commercial de Roundup. C'est l'herbicide le plus utilisé au monde, le plus vendu au Québec également. Avec l'augmentation des cultures modifiées génétiquement, on l'associe, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a une augmentation de ces ventes assez importante dans les dernières années et on a remarqué, on le détecte beaucoup plus fréquemment, également dans les cours d'eau qui parcourent les régions en grande culture de maïs et de soya. Il est maintenant classé depuis à peu près 1 an comme cancérigène probable pour les humains par le Centre international de recherche sur le cancer.
On le suspecte causer différents problèmes, donc potentiellement perturbation du système endocrinien. Et quand on mélange le glyphosate, l'ingrédient actif, avec d'autres produits de formulation commerciale, la toxicité du produit résultant pour les cultures cellulaires pourrait augmenter jusqu'à 125 fois. Et c'est une lacune, la lacune est dénoncée par les scientifiques indépendants parce que c'est les formulations, c'est les ingrédients actifs qui sont testés pour leur toxicité lors de leur homologation et non les formulations commerciales. Cette partie-là, je vais passer rapidement. Marc-André a déjà fait une bonne présentation sur le fait que on peut remarquer dans le fond que l'histoire tourne un peu sur elle-même. Dans les années 50, on a eu la vague des organochlorés avec le DDT, dont l'inventeur a reçu un prix Nobel à l'époque. Et dans les années 60, avec la biologiste Rachel Carson, qui a mis en évidence les liens entre les pesticides et les impacts sur les organismes non ciblés. Entre autres, il a été mis en lumière qu'il endommageait, le DDT venait nuire à la déposition du calcium nécessaire pour former les coquilles chez les oiseaux. Et plusieurs populations d'oiseaux prédateurs, comme l'aigle à tête blanche, ont été très affectées. Aux États-Unis, les populations de faucons pèlerins avaient presque disparu dans l'est du pays dans les années 60. Et donc, on a remplacé en partie dans les années 70 par les organophosphorés en raison de la toxicité des organochlorés. Et on a plusieurs usages là, résidentiels du chlorpyrifos, qui est un organophosphoré, et d'autres organophosphorés qui ont été éliminés en partie au début des années 2000, en raison de leurs risques qu'on commençait à découvrir sur la santé neurologique infantile, pour les remplacer par une autre famille de pesticides, les pyréthrinoïdes, dont je viens de parler. Et donc, on vient de voir, il y a certaines études qui font craindre quand même des risques importants pour la santé. Donc, si on regarde un peu l'histoire, exactement comme Marc-André décrivait, il y a un anachronisme entre le marché et la recherche. Donc, on semble peut-être pas avoir beaucoup appris de nos leçons. Et c'est la raison pour laquelle, chez Équiterre, on demande à ce que les pesticides les plus nocifs, ceux qui sont interdits aussi dans d'autres pays, soient interdits. Comment intervenir dans l'espace public? Bon, chez Équiterre, on a fait plusieurs actions de mener des activités de mobilisation publique. Bon, on a mis en place des pétitions. Par exemple, sur l'atrazine, on avait une pétition cet automne, des lettres ouvertes, différentes activités de représentation politique. On a fait beaucoup de rencontres avec les décideurs, avec des scientifiques. On allait les rencontrer avec des scientifiques qui connaissent vraiment bien le dossier des pesticides, avec des médecins également, en mettant vraiment de l'avant les connaissances scientifiques. Donc ça, c'est quelque chose qui était très porteur. Le gouvernement du Québec a annoncé une stratégie québécoise sur les pesticides cet automne. Donc, il y aura commission parlementaire vraisemblablement ce printemps où il y aura une modification de la loi sur les pesticides. Donc, restez à l'affût. Ça, c'est vraiment un endroit où la population, les gens en santé publique, les scientifiques peuvent se prononcer. Donc, on remarque vraiment qu'il y a peu ou pas de campagne sur les impacts sur la santé, notamment des enfants. Ça serait vraiment le moment de mettre en place des choses et on a une possibilité à ce moment-ci de l'histoire d'influencer le politique. Il y a un bon timing pour parler de ça dans l'espace public. Ça bouge et il y a possibilité, je pense, de faire des gains. En tout cas, il y a une ouverture au dialogue qui est là. Et chez Équiterre, on est disponible pour travailler avec les gens de santé publique. On travaille déjà avec plusieurs scientifiques et on veut continuer de le faire. Et on est heureux de s'associer pour diffuser les connaissances scientifiques. Et on a des leviers, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. On a fait de la représentation au niveau fédéral pour ce qui est des examens spéciaux. Donc, le fédéral est responsable de l'homologation, mais au provincial, on a la capacité de réglementer la vente et l'usage. Donc, on a des leviers. Je pense que c'est bien de les utiliser. Rapidement, qu'est-ce qui est à venir dans notre assiette à Équiterre? Juste pour vous, rapidement, on organise un colloque à Québec le 15 mars sur la question des pesticides, vraiment pour mettre la table, préparer la commission parlementaire aussi. Et on vous invite tous à être présents si ça vous intéresse. On organise aussi une journée de conférence le 21 avril à Montréal
avec des chercheurs du groupe international du Task Force on Systemic Pesticides, qui a fait la grande revue littérature sur les néonicotinoïdes dont je parlais tout à l'heure, et en partenariat avec l'Association canadienne des médecins pour l'environnement. Il y a une petite erreur sur la diapo, donc c'est les médecins pour l'environnement, pas des médecins de famille. On va publier des fiches informatives sous peu, qui sont issues de revues littérature qu'on a faites, pardon, sur le glyphosate, sur les néonicotinoïdes, sur l'atrazine, sur les pyréthrinoïdes. Et bien sûr, c'est grandement apprécié si vous pouvez vous prononcer dans le cadre des consultations sur la loi qui vont avoir lieu sur la modification de la loi sur les pesticides. Les dates ne sont pas encore annoncées, mais éventuellement, ça va être dans l'espace public. Alors voilà, même chose, mes coordonnées sont là. Si vous avez des questions suite à ou des idées à partager, n'hésitez pas suite à la rencontre de ce soir. Voilà.